Bonjour Grégoire, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc on va parler un petit peu de 360 Médic. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es en quelques mots courts et impactants? Bonjour Mériadec, merci pour l'accueil. Donc moi je suis Grégoire Pigné, je suis entrepreneur de formation médicale et CEO de 360 Medix. Je suis un grand rêveur, très ambitieux, très engagé et focus. Moi ce que j'aime c'est bâtir et avoir de l'impact. On m'a appris quand j'étais enfant que si tu as reçu beaucoup, tu dois donner beaucoup. Et j'ai la chance de vivre en France, d'avoir pu faire des études. Maintenant c'est à nous de donner et nous on donne vers les soignants et à travers eux on aide les patients. Et donc justement, si on revient sur ton parcours de médecin, déjà tu as expliqué pourquoi tu avais choisi de faire médecin, mais pourquoi surtout tu as gardé ta casquette de médecin alors qu'aujourd'hui tu es quand même à la tête d'une très grosse boîte? Moi, je me suis beaucoup posé la question de comment je pouvais avoir plus d'impact et en tant que soignant. Et au final, on est en train d'accompagner avec 360 Medics une évolution de la médecine. Heu et c'est vrai que c'est vrai que c'était très important en fait pour moi, heu de construire une entreprise qui allait aider un maximum de soignants, qui allait servir un maximum de soignants. Donc c'est là que j'aurais le plus d'impact. Mais pour pouvoir être performant, je pense que j'ai besoin d'être au quotidien, finalement, les mains dans le cambouis ou les pieds dans la terre. Ce qui permet de se recentrer en fait sur l'essentiel. Hem, le Si on veut avoir la meilleure santé, des patients, si on veut avoir les meilleurs soins, ça passe par les soignants. Et en fait, le fait de garder les les pieds dans la terre ou les mains dans le cambouis, ça permet de toujours être dans le quotidien et de pas oublier, qui est-ce qu'on sert, et finalement, que voilà, quelles sont leurs conditions les conditions de travail des soignants. On a vu avec la crise du Covid comment c'était difficile, mais quand c'est de l'intérieur, c'est voilà, on maîtrise encore mieux, le contexte, les problèmes. Et je trouve que c'est encore plus motivant, de s'investir à fond, pour 360 Medix, parce qu'il y a énormément, énormément de choses à faire. Complètement. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu équilibres ton temps entre pratique hospitalière, je crois que tu es à l'hôpital, et 360 Médic? Alors ma vie, c'est 360 Medix, qui se remplit des journées, très, très, très grandes, très, très longues, mais qui procurent tellement de bonheur. J'ai une activité médicale, à l'Institut de cancérologie de la Loire, au maximum donc 2 jours par semaine, pour pouvoir, là servir les patients, en oncologie radiothérapie. D'accord. Tu m'as dit lors d'un premier appel que tu avais toujours eu cette fibre de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu l'as, depuis quand tu as cette fibre, depuis quand tu voulais entreprendre? Alors oui, c'est ça, moi, c'est un truc que ça s'est construit dans mon enfance. Pourtant, je partais pas, je pense, dans le meilleur contexte parce un papa médecin, une maman prof, en fait, a priori, on est très, très loin de l'entrepreneuriat. Mais comme chacun d'entre nous, en fait, on se construit pas mal avec notre environnement, familial et amical. Et la culture économique, de mon père qui, regardait la bourse, qui nous parlait des entreprises avec des étoiles dans les yeux, en fait, ça a ouvert chez moi, des images, des belles images et des rêves. Et c'est devenu, en fait, un rêve d'enfant. Heu, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est construit. Et puis, c'est devenu en fait, c'est devenu réellement concret à partir de ma deuxième année de médecine, parce que c'est à ce moment-là que, j'ai commencé à bosser sur des projets entrepreneuriaux. Alors des projets, les premiers, c'est beaucoup dire, hein, parce que c'est au départ, tu avais juste une idée, mais tu as aucune idée de comment il faut faire. Ce qui me fait sourire, c'est que mon premier projet, je m'en souviens très bien, c'était, faire un frigo connecté avec une liste de courses automatisée envoyée au supermarché. OK. Finalement, Amazon va finir par le faire. Mais bon, ça, c'était ma deuxième année de médecine. 2e année de médecine. OK, c'est Heu assez fou quand même. et voilà, au final, on s'est planté, on s'est replanté, on s'est replanté. Mais j'ai l'impression d'avoir vécu mon parcours initiatique, pendant ces études de médecine avec ces différents projets, pour essayer de comprendre, en fait, heu, qu'est-ce qui était important, pour réussir.
et c'est ce qui m'a permis, je pense aussi, à un moment d'être accompagné par l'EM Lyon pour me former parce que quand tu es médecin, c'est quand même, tu apprends plein de choses, énormément de choses, je dirais. Mais pas le business. Mais par contre, tu es très loin dans l'univers, business, l'univers des entreprises. Complètement. C'est vrai que c'est un parcours assez rare parce que j'ai pu le voir aussi, dans mes études. On est assez éloigné quand même de toutes ces thématiques business. Donc il faut vraiment avoir cette petite graine en plus et tu l'as. Une autre question pour bien cerner un petit peu qui tu es avant d'attaquer, de rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Alors, moi, il y a vraiment 2 trucs qui sont importants pour moi. Enfin, les trucs, en fait, c'est ce qui me passionne, moi, c'est ce qui me fait prendre du plaisir, en fait, hein. C'est aussi pas plus compliqué que ça. Moi, ce que j'aime, c'est bâtir. J'aime bien, imaginer, l'avenir donc pour ça, il faut déjà comprendre, où on est, pourquoi, dans quel contexte, comment ça va évoluer demain, essayer de concevoir une solution, la tester, itérer, parce qu'elle est elle est jamais bonne au départ, heu et ensuite la déployer. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'aime pas ce qui est tout fini, qui aime, voilà, les trucs tout cuits, parfois, en fait, il faudrait peut-être que je prenne des trucs un peu plus simples, mais voilà, je suis pas fait pour ça, et quand j'ai des trucs tout finis, tout cuits, au final, je m'en lasse assez vite. Donc ça, c'est vraiment le premier point des trucs qui est important pour moi et la deuxième chose, c'est que, moi, voilà, c'est l'impact qui est un truc qui est aussi très important pour moi et j'aime enfin bâtir, oui, mais bâtir un truc avec impact. L'intérêt, tu vois, quand je te parlais du projet, de frigo connecté, bah, c'est que ça touche, le monde entier, quoi. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont, du monde, je veux dire développé, qui a un frigo chez lui. Donc ça touche des millions de gens et voilà, j'aime bien voir les choses en grand et même si je devais aller même plus loin, moi, mon rêve ultime, c'est de participer à la transformation du monde. C'est le faire évoluer pour qu'il soit un peu mieux et avoir contribué, être un petit grain de sable qui aurait pu contribuer à ce que, notre monde, on soit tous un peu plus heureux, on porte plus d'attention aux autres et on ait plus de liberté. Bah, ça semble bien parti. Une petite dernière question introspective. Qu'est-ce que les gens comprennent le moins chez toi? Oh là là, Heu, c'est une excellente question. Alors ce qu'il y a, c'est que tu peux répondre avec, plein d'axes différents, finalement, ça me fait ressortir une interrogation de plein de gens qui m'ont demandé: «Mais comment ça se fait que, tu vas faire, enfin, tu crées une boîte alors que tu es médecin?» Et même, enfin, ça rejoint un peu ta question de pourquoi j'ai continué à exercer, la médecine parce que, tu te demandes, enfin, les gens se demandent, est-ce que tu devrais arrêter? Pourquoi tu continues? Mais en même temps, de l'autre côté, il y a des gens qui disent: «Mais pourquoi tu as fait autre chose alors que tu es médecin et c'est déjà très bien?» Voilà, après, mmh je C'est pense vrai, qu'on non, est tous faits pour faire des choses différentes. Moi, j'aime bien dire que je suis fait pour ça. Je suis là où je suis, pour faire ce que je fais. Je trouve ça génial de pouvoir faire un pont entre 2 mondes. D'un côté, le monde médical, et de l'autre côté, le monde entrepreneurial. Voilà, je prends énormément de plaisir et j'ai autour de moi, en fait, des équipes, aussi bien dans mon monde médical que dans mon monde entrepreneurial. J'ai vraiment des équipes, avec énormément de talent. Donc finalement, c'est là que c'est ça qui permet de prendre du plaisir. C'est vrai que la question était un petit peu difficile, mais je pense que tu y as bien répondu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes d'un œil extérieur qui pourraient le c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai posé la question, parce que c'est deux métiers à part entière, vraiment très, très chronophages, donc c'est fort de faire les 2 ensemble et je pense que là, c'est le bon moment pour que tu nous présentes un petit peu, 360 Médic, comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous faire le pitch? Ouais, avant de faire le pitch, j'ai envie de réagir sur, c'est fort comment ça fonctionne, enfin de réussir à faire les 2 et enfin la clé pour, nous, en tout cas pour moi, c'est que j'ai une super équipe et comme voilà, voilà, je peux m'appuyer sur eux et je peux contribuer, pour qu'on soit tous au service du soignant et régler du coup l'énorme problème qu'il y a aujourd'hui dans le monde médical, qui est, l'hypercroissance des connaissances médicales. Heu
C'est un problème qui est de plus en plus connu, de plus en plus prégnant. Quand tu regardes le Covid, il y a eu plus de 100 000 articles scientifiques qui ont été publiés sur cette maladie en 2020, alors qu'elle n'existait pas avant. Et si tu veux lire tous les articles scientifiques, c'est-à-dire que, on va dire, tu prends 15 minutes pour lire chaque article, tu vas mettre 3 Pas ans. possible, je pense. Bah, tu vas mettre 3 ans sans dormir, sans manger, sans voir un patient. Du coup, en fait, bah, le médecin érudit est mort, celui qui savait tout, et c'est fini. Plus personne n'est capable de ça. Même les hypermnésiques les plus brillants sont dépassés. Et c'est la raison pour laquelle bah, les médecins s'hyper spécialisent. Et en parallèle, si tu regardes l'évolution des patients, les patients ils sont de plus en plus nombreux parce qu'on vit plus vieux. Ils sont aussi plus vieux, donc ils ont plusieurs pathologies, ils sont polypathologiques. Et du coup, si tu as besoin, enfin, pour prendre en charge tous ces patients, tu as besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de médecins. Des médecins pour chaque hyper expert, pour chaque pathologie, pour chaque patient. Au final, si tu regardes aujourd'hui, bah, notre système de santé, il est plus soutenable déjà. Ça fait 30 ans qu'on met des rustines. Je sais pas si tu portes le même regard, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on évolue vers une médecine low cost. Bah, Où c'est on vrai, nous bah, déjà demande. on manque de moyens énormément, donc on a tendance à expédier un petit peu aussi les consultations et peut-être un petit peu qui pensent qu'on va vers une privatisation de la santé des fois. Bah, quand on parle de privatisation, finalement, c'est une médecine à de vitesse, en fait. Tu fais une offre de soins bas de gamme, low cost, pour la majorité de la population, et ceux qui peuvent s'en sortir, bah, tu leur fais une médecine de grande qualité. Et si tu veux, en fait, enfin, parce que la médecine low cost, en fait, ça veut dire une médecine de qualité médiocre. Et aujourd'hui, on n'en est pas là pour une seule raison, c'est parce que les soignants font encore tampon. Et si tu regardes l'impact de la mauvaise santé, c'est un impact extrêmement important sur les patients. Parce que quand on est malade, c'est là où on se rend compte être en bonne santé, mais c'est extraordinaire. Mais c'est aussi un impact énorme sur tous les aidants, tout l'entourage. Donc ça a vraiment un impact social qui est majeur. Et aujourd'hui, comment tu peux faire pour garder le même niveau d'excellence partout pour tous? Il n'y a qu'une seule solution, c'est s'appuyer sur la technologie pour servir le soignant, pour mettre au soignant dans ses mains les infos les plus pointues, activables sur un panel d'expertise très large. Parce que les soignants, ils sont brillants, ils sont en mesure de gérer avec un très haut niveau de qualité de multiples situations, à partir du moment où ils ont les bonnes informations fiables et précises. Et du coup, nous, chez 360 Medix, on est là pour leur apporter ces informations fiables, précises, dans leur pratique quotidienne. On est très fort sur le médicament et on est en train de s'enrichir sur tous les autres sujets sur lesquels les soignants se posent des questions. Est-ce que si tu peux nous donner un exemple, je sais pas, un cardiologue qui a besoin d'une information précise, comment il va utiliser 360 médic? C'est en fait assez simple parce que le cardiologue, il passe, c'est un certain nombre de temps en consultation, devant un patient ou, en hospitalisation pour faire la visite, voir les patients. Quand il va voir le patient, il va se poser, peut-être la question de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, quels sont les examens complémentaires qui sont à faire? Et ben là, il va chercher insuffisance cardiaque, examen complémentaire, par exemple dans le moteur de recherche 360 Medix, et il pourra trouver, le résultat dans l'application faite par le syndicat national de cardiologie, qui va décrire, détailler les examens complémentaires à faire et puis même la prise en charge, quel médicament, première intention, deuxième, est-ce qu'il faut hospitaliser ou pas. Et ça, donc c'est pour un cardiologue, mais tu vas voir le pneumologue qui, lui, bah, il aura un autre problème, une autre situation, mais il pourra poser sa question. Il pourra aussi se poser la question bah, de quelle est la contre-indication de tel médicament, ce médicament, quelle est la dose ou quels sont les effets secondaires. Et 360 Medix va apporter une réponse fiable et précise, euh, et c'est directement accessible sur son smartphone. Et je crois aussi que vous avez une seconde brique qui est en cours de développement. Vous êtes en train de construire un store d'applications santé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Et nous, en fait, ce qu'on disait juste avant, c'est que l'objectif de 360 Medix, c'est que le soignant, il ait la réponse fiable et précise à ses questions médicales. Euh,
il y a une partie des contenus, qui sont, et des sources, voilà, qui sont disponibles et il y a tout un tas de questions qui restent sans réponse. Du coup, on a ouvert 360, heu, aux tiers pour qu'ils peuvent développer des applications. Il faut suffit simplement de nous contacter en disant: «On a un projet» et on leur met dans les mains soit un outil no code, soit on peut soit si l'application est plus complexe, on peut voilà, on peut les accompagner pour les aider à développer, leur application. Ils peuvent la développer aussi, complètement indépendamment, hein, il y a aucun problème. Nous, notre enjeu, c'est que s'ils ont identifié un sujet, un problème, qu'ils soient en mesure d'apporter, la réponse au soignant et que le soignant puisse l'utiliser dans sa pratique quotidienne. Et, heu par exemple, là, il y a une application, Call HPV qui est sortie, il y a pas très longtemps. C'est, faite, et en partenariat avec le CNGOF, le Collège national, des, gynéco-obstétriciens français, qui, permet en fait, d'avoir un algorithme, sur la prise en sur la prise en charge des patientes, qui ont fait un test HPV. C'est une prise en charge qui est très complexe, qui a changé récemment et en fait, ça me permet à chaque soignant, chaque médecin, de savoir très précisément ce qu'il doit faire et heu et et pourquoi. Voilà, c'est quelles sont les données scientifiques qui font qu'il faut prendre en charge la patiente de telle manière ou de telle autre. Heu et voilà, c'est vraiment, le sens de ces applications, de ce store d'applications, c'est que, bah, il y a tout un tas de situations qui sont pas simples, en médecine, il y a plein de soignants ou d'autres, de sociétés savantes ou de tiers qui veulent développer voilà, qui ont l'ambition de développer des applications, qui vont être utiles aux soignants dans sa pratique quotidienne. Et ces applications, elles peuvent être gratuites ou payantes, hein, nos partenaires peuvent développer aussi un business model autour. D'accord, OK. Donc, par contre, ceux qui veulent développer et poser leur application sur la plateforme, ils vous sollicitent et donc du coup, c'est un partenariat win-win, ils doivent payer pour être sur la plateforme, pour développer avec vos outils? Non, non, pas forcément. Non, non, ce que je veux dire, c'est que ce que je te disais, c'est que, ceux qui développent des applications, ils peuvent avoir soit juste l'ambition de régler un problème, soit, ils peuvent avoir l'ambition de construire un business, que ces applications soient payantes et ils peuvent, rendre leurs applications gratuites ou payantes. C'est leur choix, c'est leurs applications. Hem, D'accord, c'est eux qui les développent et c'est eux qui gèrent ça. OK, d'accord, j'avais pas compris au début comment ça fonctionnait. Et une autre grosse question, quel est le plus gros défi que tu aies eu à surmonter avec, 360 Médic? alors Grosse question. ça, ouais, grosse question parce qu'en fait, le job d'entrepreneur pour moi, c'est de régler des problèmes, les uns après les autres. Donc finalement, quel a été le Alors plus le gros plus gros, problème, celui qui était qu'on a réglé? En fait, pour moi et je pense que quelle que soit la boîte que l'on construit, c'est probablement, le challenge que chaque entrepreneur rencontre, c'est, construire la bonne équipe. La bonne équipe avec une et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est une bonne équipe avec une cohésion extrêmement forte. Heu, je te disais, moi, je suis ambitieux et du coup, moi, j'ai l'ambition de construire un leader mondial. Et quand tu as cette ambition-là, bah, tu sais aussi qu'en fait, c'est extrêmement difficile et que, heu, tu beau passer des jours et des jours à réfléchir à tous les problèmes que tu auras à régler, la seule chose que tu sais, c'est que en fait, tu seras incapable de faire la liste exhaustive. Et si, tu veux créer ton leader mondial, bah, il faut avoir, en fait, simplement l'équipe qui sera capable, de relever ces challenges les uns après les autres. Et nous, chez 360 Medix, bah, le challenge qu'on relève aujourd'hui, c'est de construire, une équipe, avec une cohésion extrêmement forte, une équipe qui est très exigeante, qui est très bienveillante aussi, parce qu'en fait, nous, on veut des gens qui aiment leur job, qui prennent du plaisir, qui s'éclatent dans ce qu'ils font et surtout qui sont bien ensemble, qui s'épanouissent avec les autres. Voilà et le challenge en fait, c'est réussir à créer cette homogénéité, d'équipe avec des gens qui sont finalement très différents, qui font des métiers très différents, et c'est vraiment le challenge le plus gros et qui nous occupe, très, très fortement aujourd'hui et qui va continuer à nous occuper encore pendant, de nombreuses années. On va y revenir justement parce que je suppose que en filigrane, tu parlais de la levée de fonds qui va vous faire exploser le nombre de personnes dans l'équipe. Mais c'est très, très intéressant que tu abordes ce côté RH. Je sais que c'est
c'est quelque chose qui revient assez régulièrement sur le podcast. Est-ce que tu as une sauce secrète, un ingrédient secret pour justement créer cette cohésion d'équipe, pour sélectionner les profils qui vont matcher avec 360 Médic? Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui t'aide tous les jours, un outil, je sais pas, quelqu'un qui t'aide? Bah, j'aurais envie de dire du test and learn. Euh, parce que rien n'est écrit, parce que chaque entreprise est différente. Par contre, c'est là aussi où c'est important en fait d'avoir eu cette optique depuis le départ, ce qui fait que les premières recrues qu'on est allé chercher, qu'on a onboardé sur l'aventure, dans l'aventure 360, bah, on a cherché des gens qui étaient meilleurs que nous, des gens qui pouvaient nous apporter des choses différentes, qui cherchaient toujours à progresser. Et en fait, bah, c'est un peu l'alchimie de cette équipe qui nous permet d'identifier que bah, les valeurs, c'est extrêmement important. Les valeurs de l'entreprise, savoir bah, voilà, pourquoi on fait les choses, quel est l'impact de ce qu'on fait. Nous, on est là au service et vraiment, enfin, chacun de notre équipe chez 360 est au service du soignant. Il en a vraiment conscience et on travaille énormément là-dessus. C'est l'excellence parce que on n'est pas là pour enfin, on a envie de relever un challenge qui est énorme, donc on doit être au plus proche de l'excellence. Et en se mettant au service des soignants, c'est pour que eux mettent soient en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes et offrir la meilleure qualité des soins. Donc il faut au moins qu'on se l'impose à nous-mêmes. Et la bienveillance, c'est le troisième point, parce que c'est la clé pour avoir une cohésion d'équipe très forte. Et finalement, pour répondre de manière synthétique à ta question, les deux choses les plus importantes, c'est d'avoir des valeurs et une équipe qui la vit et pas des mots écrits sur un mur. Et en fait, c'est ça qui nous permet, à mon sens, de relever ce challenge. Mais ce qui est intéressant et ce qui est pertinent dans ce que tu dis, c'est que tu as pensé très tôt et que finalement, les premiers recrutements, c'est les plus importants. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que tu le perçois aussi? Bah, du coup, j'irais même plus loin. Le premier truc que j'ai appris en tant qu'entrepreneur et qui est quand je voulais me former en fait pour devenir un entrepreneur, et c'est un conseil qui est à donner à tous, c'est tout d'abord, il faut savoir bien s'entourer. Un bon entrepreneur, c'est un mec qui sait bien s'entourer. Et la base est là. Et, voilà, et ça, il faut l'appliquer le plus tôt possible. Euh, le plus tôt possible. Et c'est extrêmement important. Bien s'entourer, je suppose que c'est encore plus important quand on a une boîte en hyper croissance. Et je vais t'emmener sur cette grosse question. Comment tu gères l'hypercroissance, hein? Et dans cette question, j'ai plusieurs sous-questions et c'est notamment de comment décider des projets qui valent la peine d'être suivis, de ceux qui ne valent pas la peine d'être suivis ou de ceux qu'il faudra peut-être faire dans le futur mais qu'on va laisser en bac pour l'instant. Comment gérer l'hypercroissance? Avant de rentrer sur la manière dont nous on l'aborde, je rappelle quand même que c'est à la fin du bal, hein, qu'on paie les musiciens, parce que il faut la réussir cette hypercroissance, c'est un vrai challenge en soi, et il nous faut encore un peu de temps, avant que notre expérience ait de la valeur. En tout cas, nous on s'appuie, sur 3 choses, pour, faire de cette hypercroissance un succès. Bah, la première chose, c'est les fondations solides, sur lesquelles on s'appuie. Hem, Nous, on nous a et ça, c'est EM Lyon qui nous a appris ça, c'est que, si tu veux, construire, un réseau national de boulangeries ou une boulangerie, et ben, tu as pas besoin des mêmes ressources, tu fais pas les mêmes choses. Et quand tu as fait une seule boulangerie, construire un réseau national, c'est très compliqué. Alors que si tu démarres pour construire un réseau national, eh bien, tu vas pas faire les mêmes choix, les mêmes choses, et tu seras en capacité de le faire. Donc nous, on a construit d'abord des fondations solides avec cette vision-là, qu'on voulait construire un leader mondial, et on table dessus pour continuer à monter les étages au-dessus de nos fondations. La deuxième chose, c'est ce dont on parlait à l'instant, c'est les valeurs fortes de l'entreprise. Vraiment une valeur de service, aux soignants, que chacun d'entre nous, dans notre quotidien,
tout ce qu'on fait chez 360, ça doit être utile aux soignants à un moment ou à un autre. Et ça, c'est un truc qui est clé. Les deuxième valeur, c'est l'excellence. Et la troisième, bah, c'est la bienveillance, pour qu'on voilà, pour qu'on construise en fait une équipe avec une cohésion très forte, où on est très épanoui, heureux, on prend du plaisir. Euh, et une de mes grandes satisfactions aujourd'hui, hem, c'est quand, bah, des personnes rejoignent notre équipe et me disent: «Bah, ouais, en fait, ce que tu dis là, on le vit et vraiment ça nous fait plaisir». Hem Et le troisième chose, c'est que, bah, on a tout de suite, recruté des leaders inspirants, et on demande à ce que enfin, voilà, on est alignés en tout cas sur les mêmes valeurs où, ils sont au service de leurs équipes pour que chacun, bah, apprenne, se développe, s'épanouisse, et c'est comme ça qu'on construit 360, qu'on vit cette hypercroissance et j'espère que c'est, avec ces 3 éléments, essentiels, qu'on va réussir à en faire un succès. Complètement. Et est-ce que tu arrives encore à avoir une vision exhaustive sur tous les projets qui sont lancés? Alors oui, une vision exhaustive, oui, parce que, la direction, où on va, je passe mon temps à le répéter à tout le monde, pour qu'on ait un alignement, au sein des équipes, et qu'on justement, un des risques, c'est de se perdre, et de plus regarder le cap. Par contre, heu, c'est pas parce que tu sais où est-ce que tu vas, que tu sais comment tu y vas. Donc le challenge, bah, c'est, de s'assurer que tous les chemins que choisissent, les membres de notre équipe, bah, ils soient, tous orientés vers la même direction, bah, voilà, qu'on puisse faire du test and learn, pour, aller au plus vite, aux résultats, qu'attendent nos soignants. Hem mais voilà, mais clairement, savoir quels sont les projets, qu'on a chez 360, heu oui, c'est essentiel d'avoir une vision, précise. D'autant plus qu'en fait, enfin, on est limité par nos ressources toujours, même après, même en levant beaucoup d'argent, même, dans toutes les situations, on peut toujours faire plus et c'est extrêmement important de choisir, de savoir ce qu'on fait et surtout ce qu'on fait pas. Donc C'est toi qui as toujours le mot final pour choisir, si un projet vaut le coup ou pas? Alors non, 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 enfin non, non, moi je donne, c'est pour ça que c'est en fait, c'est très intéressant d'avoir des équipes brillantes et de grande qualité, parce que c'est à eux de s'épanouir, d'aller, découvrir, quel va être le chemin, et moi je passe plus du temps à les challenger, pour leur dire: «Mais est-ce que tu es sûr que de toi? Est-ce que tu as bien évalué ça? Comment tu l'as évalué? Comment tu comptes faire? Comment tu vas être sûr que ce que tu fais, c'est utile pour le soignant?» Hem et et n on c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une équipe de talent, pour que, bah, eux puissent, finalement, d'ailleurs ils ont envie, hein, d'apporter leur pierre à l'édifice, d'impacter, il faut qu'ils aient les moyens de le faire. OK. Tu l'as dit, tu viens juste de l'évoquer, donc transition toute faite. Au niveau des ressources, donc vous venez de lever 10 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous allez utiliser cet argent et quels vont être les prochains steps pour, 360 Médic? J'ai l'impression que je te parle toujours de la même chose, mais tu vois bien que moi je suis un peu monomaniaque, de mon équipe, et qu'en fait, bah, les challenges que nous on a relevés, parce que notre ambition c'est d'être leader européen dans les 2 ans et d'avoir créé un tel gouffre entre nos concurrents et nous, on puisse se projeter sur des étapes encore plus ambitieuses. Et du coup, bah, enfin, l'investissement majeur qu'on fait, c'est dans nos équipes. Nous, on est là pour recruter des talents qui veulent vivre comme nous, enfin avec nous et comme nous, pour relever un challenge énorme et enfin, ouais, voilà, dans une ambiance de dingue, vraiment vivre une aventure de dingue. Il y a 3 domaines, en fait, sur lesquels on investit énormément. Le premier, bah, c'est notre produit et notre technologie.
on a une technologie très innovante, très avancée. J'adore quand ils me parlent de ce qu'ils font et de ce qu'ils utilisent. Euh, c'est hyper pointu, des sortes d'algorithmes d'intelligence artificielle, c'est de comprendre comment ce qu'ils utilisent, et comment ils l'utilisent. C'est passionnant. Et du coup, dans cette équipe, nous on cherche des ingénieurs, hein, pour de la business intelligence, des ingénieurs data, on cherche des data ops, on cherche aussi des développeurs pour faire du back et du front et de nos applications, hein, du iOS, Android par exemple. On cherche des product managers pour faire en sorte que notre produit soit soit encore meilleur, hein. Nous on voit tout ce qu'on a à faire encore, et on a énormément d'envie. Donc ça c'est vraiment pour soutenir le développement de notre produit, de notre technologie. Après, il y a l'équipe sales pour faire grandir notre business model. Voilà, donc ça, on cherche des gens en France, on cherche des gens en Espagne, et on veut aussi renforcer notre équipe marketing. Et là, c'est à toute l'échelle européenne, en France, en Espagne, en UK, en Italie, en Allemagne. Vraiment, nous, on a l'ambition d'être dans les 2 ans une très belle entreprise européenne, avec une avance technologique très importante, euh, pour, euh, pour que le soignant, dans sa pratique quotidienne, il y a un minimum de friction pour qu'il puisse trouver une réponse fiable, hyper précise à toutes les questions médicales auxquelles il peut être confronté. Tu viens d'évoquer 2 fois l'Espagne, et c'est ce que j'avais vu aussi quand j'ai préparé l'épisode, que vous alliez notamment utiliser l'argent de cette levée de fonds pour vous déployer en Espagne. Et pourquoi ce choix de l'Espagne particulièrement? On est déjà déployé en Espagne, on a déjà commencé en fait, donc on a déjà une communauté qui est significative en Espagne. Euh, on a près de 30 000 médecins, enfin c'est encore plus de soignants. Euh, et après, c'est des enjeux de maturité du marché, de taille de marché. Il y a des enjeux business derrière. Et puis, il faut bien aussi commencer par un pays. Donc voilà, il y a eu un certain nombre d'éléments qui nous ont aidés à prendre notre décision, et on est bien content de l'avoir fait parce que parce que on a eu un très bon accueil euh, en Espagne. En Espagne. Avant de t'emmener sur des questions un petit peu plus générales sur l'écosystème Health-Tech, la dernière grosse question sur 360 Medic, est-ce que finalement 360 Medic ressemble aujourd'hui à ce que tu avais en tête quand tu as commencé? À ton avis? Euh, Je pense que c'est une bonne question, j'avoue qu'on m'a jamais retourné la question. Je pense que tu l'avais anticipé parce que tu as l'air de voir assez loin et d'anticiper beaucoup les choses, donc je pense que ça ressemble quand même un petit peu. Je sais pas. Si tu dis un petit peu, tu peux, je peux pas te dire non. En fait, par contre, est-ce que ça ressemble réellement à ce que j'avais imaginé? Je te dirais complètement non, parce que en fait, j'avais rien imaginé. D'accord, Euh, ok. ce qui, ce qui m'importe, c'est que ce soit euh, l'utilisateur final qui s'y retrouve. Et là où je vois loin, en effet, c'est quel problème. Et c'est vraiment ce qui nous guide, c'est quel problème ont les soignants et comment le résoudre. Mais, il y a plein de chemins différents. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai trouvé que j'ai appris finalement dans cette aventure entrepreneuriale, c'est que il y a un gros risque quand tu te lances en ayant une idée très arrêtée de ta solution et du chemin à prendre. Et quand tu te dis, bah, moi, je veux aller là parce que le chemin, c'est celui-là, eh ben, tu as quand même un risque non négligeable de te planter parce que on a tous une vision très partielle du monde. Si tu regardes par ta petite lorgnette et que tu te dis que tu as la vérité, ben, et la seule chose dont moi je suis sûr dans ces situations-là, c'est que tu te trompes. C'est vrai. Mais ok, d'accord. De toute façon, c'est toujours la bonne question. Il y a toujours une question marrante à poser pour voir justement le côté un peu visionnaire. Et maintenant, je vais te poser quelques petites questions sur l'écosystème HealthTech. Et une première, qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce qui ne te plaît pas dans l'écosystème HealthTech français?
C'est une question en fait, que je trouve assez compliquée parce qu'il y a rien qui me enfin, il y a rien qui me plaît, il y a rien qui me plaît pas. En fait, c'est les règles du jeu, c'est pas tout enfin, c'est pas nous qui les avons fixées, on s'y est adapté. Donc je trouve que quand tu te lances, tu peux peut-être te dire: «Bah, oh j'aimerais que ceci soit comme ça, cela soit comme ça». Mais au final, ça sert pas à grand chose de te dire, enfin moi je trouve que ça sert pas à grand chose de te poser la question, parce que c'est juste le terrain de jeu dans lequel tu es, et c'est à toi de t'adapter pour le comprendre et voir comment tu peux en tirer le maximum. On a une chance inouïe, c'est que, hem bah, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on a une opportunité, qui est en fait très, très grande. Par contre, c'est pas un marché facile. C'est pas un marché facile, parce que, bah, y rentrer, c'est très compliqué. Il faut comprendre les codes, connaître, t et de l'extérieur, c'est très difficile, d'avoir les informations. C'est vrai que tu as raison, c'est vrai que les règles du jeu, c'est pas nous qui les posons et bah, ta réponse, elle est assez lucide par rapport à ça, mais peut-être avec l'expérience que tu en as aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour aller encore plus vite et faire émerger des champions français et la steak? Bah, là, si tu dis, en fait, on voudrait, que, les boîtes Elstech, françaises, il y en ait un maximum qui soient des boîtes mondiales, pour que la médecine française continue à rayonner dans le monde, comme elle a rayonné pendant tant d'années. Heu, la clé, c'est l'accès au marché. Parce que, c'est enfin, les levées de fonds, c'est très bien, d'autant plus que c'est quand même souvent lié à un développement commercial. Mais en fait, ce qui fait le développement de la boîte, c'est quand même un développement commercial. Donc si tu as une boîte qui a un développement commercial très rapide, eh bien, tu peux commencer à construire des leaders. Heu finalement, bah, pour qu'il y ait des grosses boîtes qui se développent vite, il faut que l'accès au marché soit, finalement assez simple et certes à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne. Hem, Quand on voit les géants en Chine qui se construisent, Ouais, c'est vrai que ça va très vite là-bas. il y a quelques années, on regardait aux États-Unis, on se dit: «Waouh, les géants aux États-Unis», mais en Chine, c'est encore plus stratosphérique. Heu et ensuite, ils vont arriver chez nous. C'est qu'une question de temps. Donc si nous, on se défend pas en, mettant en place en Europe, un environnement, qui permet à une boîte, bah, française de se déployer le plus rapidement possible dans tous les pays d'Europe, à une boîte allemande de se développer le plus rapidement possible, heu et ben, on aura du mal en fait sur le challenge, qui nous attend, qui est le le combat des continents. Hein l'Europe doit s'organiser pour que voilà, les innovations qui arrivent dans un pays, dans un autre, eh ben, elles puissent se développer le plus rapidement possible, dans les pays. OK. Et pour finir cet épisode, je vais te poser quelques petites questions plutôt, sur l'entrepreneuriat et sur ce que toi, comment tu le perçois. Et une première question, quelle est la plus grande surprise que tu aies eue, sur l'année écoulée, donc sur l'année 2021? Plus grande surprise, en fait, moi, ce qui m les c'est j'ai pas de truc très précis en disant, voilà, il s'est passé un truc de dingue, ce qui me surprend toujours, en fait, le plus, c'est quand nos équipes nous présentent leur travail. Heu Parce que tu vois le talent, tu vois la qualité, tu tu vois, voilà, que ça transparaît, enfin, ça transparaît qu'ils sont au service, qu'ils se mettent au service et là, tu te dis, on se regarde avec mes associés, on dit: «Waouh!» On se souvient de quand on a commencé, qu'on était 3 dans notre bureau tout seul et que tout émanait de nous, de nous, de nous et même les bonnes choses, mais aussi les mauvaises et là, tu vois l'équipe et tu fais: «Waouh!» et je crois que c'est ça qui nous donne les plus grandes surprises, voilà, sur cette année. Et est-ce que, là, c'est une grosse question aussi, est-ce que tu as un regret quand tu te retournes sur le passé de 360 Médic?
Alors, moi, je suis pas trop un mec qui regarde derrière. Enfin, moi, les regrets, enfin, déjà, j'en veux pas. C'est même presque un choix de vie. Quand tu fais quelque chose, t'assumes. On fait de toute façon tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je m'attache à faire les choses bien. C'est-à-dire que quand je réussis, j'essaie de bien réussir, mais quand je me plante bien. Au moins, tu as fait les choses bien, je pense que ça permet d'éviter d'avoir des regrets. Enfin, les regrets, je pense que ça sert, enfin, c'est pas constructif, ça sert à rien, ça ne sert pas à avancer. Je préfère regarder devant, je reste un homme, hein, comme tout le monde, donc je fais des conneries, comme tout le monde. J'essaie d'en faire un minimum, pas 2 fois la même, d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de tous faire au sein de notre équipe. OK. Et les 2 petites questions pour terminer. Si tu devais relancer une boîte aujourd'hui, qu'est-ce que tu relancerais? C'est bien, tu es dans les questions compliquées parce que, moi, tu sais, je suis focus sur mon sujet, Ou mon plutôt sujet, si tu devais si c'est tu devais tourner comment les je peux gérer aider les soignants à gérer l'hypercroissance des connaissances. Je suis un peu en mode monomaniaque, te dire, je pense qu'il y a plein d'opportunités. Je suis sûr que si jamais, demain je devais me retrouver, à un nouveau challenge, je suis sûr que je trouverai quelque chose. Tu as compris, hein, ça serait un projet encore ambitieux, un projet où on peut avoir de l'impact à grande échelle. Mais lequel? bah, plutôt C'est plutôt si je devais retourner la question ou la poser différemment, ça serait quand tu regardes, le panorama, l'écosystème aujourd'hui health-tech, quelle est la boîte qui te dit: «Waouh, ça c'est vraiment génial, j'aurais aimé lancer ça»? Moi, je suis hyper fan de plein de boîtes, dans le secteur essai, parce que enfin tous ceux qu'on voit qui réussissent, qui avancent, moi je suis impressionné. On peut parler de Doctolib, enfin ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Ils sont très, très forts. On peut parler de l'IFUN, c'est hyper malin la manière dont ils ont abordé le marché. Chapeau à eux. On peut parler d'Hublot, on peut parler d'Evivox, enfin il y a énormément, enfin il y a énormément de boîtes qui ont à leur tête des entrepreneurs de grande qualité. C'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc je pense que dans les prochaines années, on va encore en découvrir plein d'autres. Voilà, donc bon, je trouve que, enfin, moi, je suis plutôt émerveillé par tout ce qui se fait et la qualité en fait des personnes qui portent ces projets-là. Je suis pas sûr enfin, tu vois, je pense il y a de telles opportunités dans le secteur médical il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont beaucoup de sens et qui vont transformer ou en tout cas accompagner la transformation du système du secteur de la santé. Complètement. Et une dernière question, parce qu'on a déjà, je pense que la question conseil, tu l'as déjà donnée en justement en parlant de bien s'entourer. Et une petite dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un domaine particulier sur lequel tu es en train de monter en compétence actuellement? Oui, tout à fait. Moi, c'est l'anglais. Pourquoi? J'ai toujours été très mauvais, jamais trop travaillé, l'anglais, mais par contre, quand tu commences à être une boîte internationale et on sait qu'on va devoir passer un jour ou l'autre à l'anglais en première langue de notre entreprise. Et comme je pars de loin, bah, voilà, j'ai commencé à prendre des cours d'anglais très régulièrement pour être capable d'accompagner l'évolution de 360 à l'échelle internationale. OK, bah, j'ai fait le même choix que toi là, je suis allé, m'expatrier en Irlande pour augmenter tout ça. Eh ben En tout cas, bravo, c'est un beau challenge et c'est pas simple, mais je pense que c'est essentiel. je sais pas si c'est vraiment propre aux études de santé, mais j'avoue qu'on n'a pas fait beaucoup de langues, donc peut-être que c'est lié à ça, je sais pas. On peut pas dire qu'on n'a pas appris grand-chose, Mais mais par contre écoute, là-dessus, on n'a pas été attendu et que parfois quand on discute avec nos équipes et qu'on leur raconte que dans l'étude de médecine, on a peut-être fait entre 4 et 6 heures, de cours d'anglais, en 10 ans d'études, ça les laisse assez pantois. c'est la vérité en plus. Bah, en tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur pour l'anglais. Et puis bon, j'ai pas de doute, vu comment tu travailles, c'est sûr et certain que dans très peu de temps, tu vas être très très fort. Et ça va permettre de pousser le développement international de 360 Médic. En tout cas, merci beaucoup Grégoire d'être passé sur le podcast et à très bientôt.
Merci beaucoup Mariadec pour ton accueil. C'est vraiment, enfin, et bravo pour ton initiative. C'est très utile. Moi, j'aime bien écouter tes podcasts parce que c'est très utile pour bien comprendre le secteur de la santé. Merci beaucoup.